Pourrais-tu, en un premier temps, nous décrire l'importance accordée par les villes à l'intégration des migrants et des réfugiés? Et en un deuxième temps, pourrais-tu partager avec nous ce que tu vois comme les rôles pour les villes sur le plan global? Quels sont les défis et les efforts à plaidoyer dans le passé et dans l'avenir? Et enfin, quelles sont les orientations portées par la mairesse Valérie Plante et son administration? Quelles perspectives pour son second mandat? Véronique, à toi. Merci. Merci beaucoup, Colline. C'était vraiment un plaisir d'être là ce matin en présence de Thomas et Kamal. Je vais essayer de faire ça en 8 minutes. Ça m'apparaît un défi parce qu'il y a beaucoup à dire. L'importance qu'accordent les villes à l'intégration des migrants est énorme. L'équité, l'inclusion, la solidarité sont au cœur vraiment du mandat des villes qui sont des gouvernements de proximité. Les enjeux de migration, bien sûr, occupent aussi une place de taille. La plupart des villes, peu importe leur taille, agissent en matière de migration, en matière d'intégration et d'accueil des immigrants. La plupart des villes sont à la fois des villes d'accueil, des villes de départ et des villes de transit. Donc, on retrouve dans la plupart des villes des actions en ce sens. Euh, euh, Sans avoir de compétences formelles, les villes vraiment agissent pour prennent la responsabilité d'apporter un soutien, de s'assurer de l'accueil, de l'inclusion des gens qui se trouvent sur leur territoire, peu importe leur statut. À Montréal, si on peut illustrer un peu ce qui se fait, on a la chance d'avoir un cadre des politiques qui est assez bien structuré, avec vraiment des politiques locales, une charte des droits, par exemple, qui touche les enjeux migratoires notamment ou les enjeux d'inclusion. On a aussi réussi à travers les années, avec une négociation avec le gouvernement du Québec, à obtenir un statut de métropole qui reconnaît notre rôle en matière de migration. Et on a aussi la chance d'avoir une structure qui soutient des activités à la fois localement, au sein de la ville et à l'international sur les enjeux de migration. Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, on a depuis tout à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, qui veille à s'assurer aussi d'une exemplarité de la ville en matière d'intégration des gens issus de la diversité, de toutes les diversités, mais qui inclut celle aussi des nouveaux venus et des gens issus de l'immigration. Et on a aussi du financement qui nous vient de Québec pour mener des projets et de notre budget de fonctionnement. En termes d'action, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de l'avant par la ville. On travaille beaucoup sur l'intégration en emploi. On a constaté qu'il y avait certains enjeux en matière de billets d'entrée pour l'emploi. Il y a eu toute une campagne de sensibilisation qui a été faite et on travaille avec des grands employeurs pour travailler vraiment à favoriser l'intégration non seulement, mais aussi le maintien en emploi des gens issus de l'immigration à Montréal. Quelles sont les orientations portées par la mairesse qui vient d'être réélue pour un second mandat et quelles sont les actions et les orientations portées par notre administration? Euh, on est vraiment les orientations sont vraiment autour d'une relance verte et inclusive. Puis je pense que ce qui est important de dire autour de ça, c'est qu'il faut maintenant regarder les enjeux de façon, en les mettant en synergie, en brisant les silos. On ne peut plus parler de transition écologique sans parler d'inclusion. Si on le relie aux migrants, c'est comment on s'assure que les nouveaux venus dans nos villes, les migrants, les gens issus de la diversité, contribuent à cette transformation de nos façons de faire, de nos façons de travailler, de produire, qu'on les associe à cette transformation qu'est la transition écologique. Donc en fait, les réseaux de villes européens, c'est un espace effectivement extrêmement interconnecté en Europe, qui a accompagné la construction de cet espace politique européen depuis au moins depuis le traité de Maastricht au début des années 90, hein, notamment avec l'émergence d'un réseau de villes très connu qui s'appelle Eurocité. C'est une structuration qui s'est accélérée dans les années 2000, notamment autour des questions migratoires. Alors c'est ce sur quoi je me suis plus particulièrement penché. Et ces deux graphes que j'ai mis côte à côte pour montrer un peu à gauche cet espace des réseaux de villes interconnectés entre eux au niveau européen. Donc, vous avez évidemment Eurocité, vous avez des villes comme des réseaux comme les villes solidaires, Solidarity Cities, vous avez les communes hospitalières en Belgique, vous avez une floraison incroyable de réseaux. Et j'ai mis, juste pour vous signifier un peu la comparaison, ce qui se passe en Amérique du Nord. Vous avez aussi beaucoup de réseaux de villes sur les questions migratoires, mais qui restent structurés vraiment sur un plan national.
Et donc, vous avez en bas les réseaux plutôt états-uniens, alors qu'en haut, vous avez les réseaux canadiens, et qui sont finalement assez peu interconnectés les uns aux autres. Vous voyez un peu. Et en plus de cette interconnexion, vous avez des relais qui sont comme le CEMR, le Conseil européen des municipalités et régions. Vous avez aussi Eurocité, qui joue vraiment le rôle d'interface entre ces réseaux de villes et des acteurs institutionnels comme l'Union européenne et comme les États européens. Toutefois, les villes françaises restent mal à l'aise sur cette scène. Le fait que dans les municipalités, ces inscriptions dans les réseaux sont portées par très peu de monde, 1-2 personnes maximum. Et vous avez aussi, dans le cas des villes qui sont inscrites dans plusieurs réseaux de villes, une mauvaise interconnexion entre ces personnes-là. J'ai discuté avec, par exemple, à la ville de Nantes, qui était actif dans un réseau comme Eurocité, mais qui ne savait pas que la ville était par ailleurs investie dans d'autres réseaux de villes, et la communication n'est pas toujours très bonne. Alors, ce que je voudrais juste évoquer, c'est que cette place des villes françaises sur la scène internationale est en train de changer, à mon avis, à cause de l'émergence d'un acteur, qui est celui de Landvita. Alors, Landvita, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Je crois que vous allez avoir l'occasion de les entendre dans un autre panel de ce colloque Métropolis. Donc, je vous invite à aller les rencontrer par ailleurs. Mais c'est un réseau de villes qui, effectivement, est né finalement de l'événement de Calais, et de cet événement de la jungle de Calais qui a attiré tous les regards médiatiques, scientifiques, politiques, etc. Mais Calais, la migration à Calais ne touchait pas seulement Calais, touchait également les villes alentours, et les villes alentours, notamment Grande-Synthe, qui n'étaient pas favorables à avoir une jungle comme sur le modèle calaisien. Et donc, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, a décidé de, lui, avoir une approche complètement différente, plus accueillante, plus inclusive, plus humaine envers ces migrants-là, et notamment en constituant ce camp sur les normes HCR. Donc, c'est une expérience qui a été temporaire, mais qui ensuite a permis de développer une réflexion au sein des municipalités pour développer une autre approche des migrations, une approche plus inclusive et plus accueillante. Il est maintenant évident, ou de plus en plus évident, que la crise climatique est en train de devenir le moteur premier aussi, des migrations forcées. Et cela principalement dans les régions les plus affectées, qui aussi sont les régions les plus peuplées de la planète. Que ce soit l'Afrique, avec 1,5 milliard de personnes aujourd'hui, et une population d'à peu près 3 milliards en 2050. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, et bien sûr tous les pays des îles. Je le dis toujours, il n'y a jamais eu de crise de migration. Il n'y a point de crise de migration. C'est des crises de préparation, c'est des crises de coopération. Et là, on essaye de prendre le devant dans cette question, soutenant et soulevant que 87% des mobilités humaines en Afrique sont internes. Et après plusieurs études et plusieurs cas d'études que nous avons menées sur le terrain, je suis très ravi de dire que les gens ne veulent pas quitter chez soi. Les gens veulent rester chez soi. Et quand ils veulent bouger, ils veulent rester dans un espace où il y a un certain confort, certaines habitudes. Et à cet égard, les gens sont toujours en déplacement ou mobilité à côté, dans la ville proche, ou quand on est dans ce qu'on appelle les borderlands, de l'autre côté de la frontière, mais toujours dans cette continuité. Alors, comment approcher la chose et comment tirer profit de ce qui a été déjà fait et d'autres processus? Premièrement, il fallait tirer profit des sciences nouvelles, des techniques nouvelles, de l'intelligence artificielle, de sorte à pouvoir avoir un modèle qui nous donne quelles sont les perspectives possibles, quels sont les scénarios possibles, de sorte à pouvoir identifier, pour l'absence d'un mot en français, les hotspots, ou quelles sont les régions, quelles sont les villes ou les espaces
qui vont être le plus affectés. Deux, comment est-ce que les différents porteurs de la crise climatique vont affecter? Est-ce qu'on parle de la haute des eaux, des eaux de mer? Est-ce qu'on parle de la sécheresse? Est-ce qu'on parle de sévérité des tempêtes et d'autres? Et troisièmement, c'est comment créer un groupe, si je peux, ou une communauté d'agents pour le changement. Comment mobiliser non seulement les ressources financières, mais aussi mobiliser les acteurs et pouvoir inscrire la réponse dans le local. Parce que nous sommes bien rendus compte que bien que Alexandrie, Lagos ou Beira, trois côtés du continent africain, vont être sérieusement impactés par la montée des eaux, mais c'est des espaces différents, avec une histoire différente, avec des communautés qui ont des ancrages différents, et à cet égard, les réponses doivent être différentes. Et il s'agit de, donc je répétais la question, est-ce qu'il existe, Thomas, des outils mis sur pied facilitant l'intégration des migrants en milieu universitaire, accès à l'éducation en France? Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle le programme PAUSE, PUSE, qui est initié par le Collège de France, mais qui est géré par la conférence des universités et qui effectivement permet à des étudiants et des enseignants issus de pays en conflit et donc des personnes évidemment dont la vie, la survie et l'activité professionnelle est en danger et qui leur permettent de venir ici 1 à 2 ans. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il y a d'autres programmes similaires qui existent ailleurs en Europe et aux États-Unis et en France également. Je ne sais pas, Véronique, si tu aurais quelque chose à rajouter pour le contexte canadien. Pour le contexte américain, je peux partager quelque chose où on peut aussi reprendre le débat sur nos exposés. Véronique, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le contexte universitaire au Canada ou... Dans le contexte montréalais, on accueille un très grand nombre d'étudiants étrangers, vraiment, dans nos universités. C'est vraiment une clientèle qu'on accueille à bras ouverts. Mais je ne connais pas cependant de programme spécifique qui permettrait à par exemple, des réfugiés ou des gens en situation de venir de l'étranger pour venir à l'université. Mais évidemment, les gens qui arrivent et sont demandeurs de statut de réfugiés ont accès à nos universités et comptent parmi les étudiants qui sont accueillis dans nos universités. Merci Véronique. Et oui, dans le contexte américain, il y a des centres d'accueil dans des centres universitaires. Donc aux États-Unis, il y a un système privé universitaire et aussi un système public. Et donc les systèmes publics universitaires ont souvent des centres d'accueil pour les migrants, pour les réfugiés qui sont étudiants aux États-Unis et qui travaillent souvent avec des bureaux ou bien au niveau municipal, qui sont des bureaux d'intégration des migrants, ou bien au niveau national, au niveau de l'État, au niveau régional, entre guillemets. Il y a 10 États aux États-Unis qui ont des bureaux pour les nouveaux arrivants et qui donnent aussi un appui à ces centres universitaires.